À 70 ans, j'ai découvert que l'amour d'une mère peut devenir son plus grand fardeau et sa plus belle libération. Veuillez vous abonner. Je m'appelle Cora, et pendant des décennies, j'ai cru que si vous élevez vos enfants avec amour et sacrifice, ils vous rendront cet amour quand vous en aurez le plus besoin. Comme j'avais tort. Comme cette croyance allait me coûter cher. Quand mon fils Pierre m'a finalement invité à vivre chez lui après la mort de mon mari, j'ai cru que mes prières étaient exaucées. Après 45 ans de mariage, après avoir regardé le cancer emporter l'homme que j'aimais, j'avais désespérément besoin de sentir que j'appartenais encore à quelqu'un, quelque part. J'ai grandi dans la pauvreté, mais nous étions heureux. Mes parents travaillaient dur, et moi aussi j'ai appris à travailler dur. Quand j'ai rencontré Henri, nous n'avions rien d'autre que nos rêves et nos mains pour les construire. Ensemble, nous avons élevé 3 enfants magnifiques. Pierre, notre aîné, puis Marie et Thomas. Chaque sacrifice semblait naturel. Chaque nuit blanche, chaque euro économisé sur nos propres besoins pour leurs études, leurs vêtements, leurs rêves, tout cela avait du sens. Henri était un homme beau. Un homme qui rentrait fatigué de l'usine mais trouvait encore l'énergie de jouer avec nos enfants, de m'aider à la maison, de me dire que j'étais belle même quand mes mains étaient rugueuses et mes cheveux gris. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout. Puis le cancer est arrivé. Sournois d'abord, puis féroce. J'ai passé 2 ans à le regarder s'affaiblir, à essayer de lui donner tout mon courage alors que le mien s'effritait jour après jour. Les enfants venaient nous rendre visite, bien sûr. Ils étaient tristes, inquiets. Mais ils avaient leur vie, leur carrière, leur propre famille à construire. Je comprenais. J'ai toujours compris. Après l'enterrement d'Henri, je me suis retrouvée seule dans notre petite maison. 50 ans de souvenirs dans chaque coin, et un silence si lourd qu'il me réveillait la nuit. Marie vivait à Lyon avec son mari et ses enfants. Thomas avait émigré au Canada. Mais Pierre habitait à seulement 2 heures de route. Pierre, mon premier-né, celui qui m'appelait encore maman avec tendresse. Quand il m'a proposé de venir vivre chez eux, j'ai pleuré de soulagement. Maman, tu ne peux pas rester seule comme ça. Sophie et moi, on a de la place. Les enfants seraient ravis d'avoir leur grand-mère près d'eux. Sa voix au téléphone était chaleureuse, convaincante. J'ai dit oui avant même de réfléchir. L'excitation m'a porté pendant des semaines. J'ai vendu nos meubles, gardé seulement les photos et quelques souvenirs précieux. J'ai emballé ma vie en 3 valises et quelques cartons. J'allais être utile à nouveau. J'allais pouvoir câliner mes petits-enfants, cuisiner pour ma famille, avoir des conversations le soir au lieu de parler au mur. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que Sophie, la femme de Pierre, avait sa propre vision de mon rôle dans leur foyer. Dès le premier jour, c'était clair. J'étais là pour rendre service, pas pour être accueillie. Cora, pourriez-vous surveiller les enfants pendant que je fais les courses? Cora, ça ne vous dérange pas de préparer le dîner ce soir? Cora, les enfants ont besoin de quelqu'un pour les emmener au foot demain. Toujours des demandes polies, jamais des invitations. Toujours des tâches, jamais des moments partagés. Pierre, lui, semblait soulagé que quelqu'un s'occupe de tout ça. Il rentrait tard du bureau, embrassait distraitement sa femme et ses enfants, me faisait un petit signe de tête et disparaissait dans son bureau avec son ordinateur. Le week-end, il était sur le terrain de golf ou devant la télévision. Parfois, il me demandait comment j'allais, mais ses yeux étaient déjà ailleurs avant que je puisse répondre. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai appris les horaires de tout le monde par cœur. Je savais quand Luna avait ses cours de piano, quand Tom avait son entraînement de basket. Je préparais leur petit déjeuner préféré, je raccommodais leurs vêtements, je les aidais avec leurs devoirs. Mais j'étais invisible, un service, pas une grand-mère. Le soir, quand la maison se calmait enfin, je m'asseyais dans ma petite chambre au fond du couloir, celle qui servait autrefois de bureau, et je regardais les photos d'Henri. Je lui murmurais « Dis-moi que j'ai bien fait. Dis-moi que notre sacrifice en valait la peine. » Mais Henri ne répondait plus. Un soir de novembre, je ne pouvais pas dormir. La pluie tambourinait contre les fenêtres et mes vieilles articulations me faisaient souffrir. Je suis descendue à la cuisine pour me préparer une tisane. C'est alors que j'ai entendu leur voix dans le salon. Pierre et Sophie parlaient à voix basse, mais dans le silence de la nuit, chaque mot m'est parvenu avec une clarté cruelle. « Je ne peux plus, Pierre. Ta mère, c'est devenu compliqué. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Elle est toujours là. Dans mes affaires, dans ma cuisine, avec mes enfants. J'ai l'impression de ne plus être chez moi. »
Maman aide beaucoup, Sophie. Avoue que c'est pratique. Pratique, oui. Mais à quel prix? Elle s'attend à être incluse dans tout. Elle fait des commentaires sur la façon dont j'élève mes enfants. Et franchement, elle commence à peser sur l'ambiance de la maison. Un long silence. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Qu'est-ce que tu proposes? La voix de Pierre était fatiguée, résignée. Il y a cette résidence pour seniors près de la pharmacie. Elle serait bien mieux là-bas, avec des gens de son âge. Elle pourrait avoir des activités, une vie sociale. Tu veux qu'on mette maman dans une maison de retraite? Je veux qu'on retrouve notre intimité familiale. Et honnêtement, Pierre, elle ne sera pas malheureuse. Elle aura de la compagnie, des soins adaptés. C'est probablement ce qu'il y a de mieux pour elle aussi. Cette nuit-là, j'ai pleuré sans bruit jusqu'à l'aube. Toutes ces années où j'avais cru bâtir quelque chose de solide avec mes enfants, et j'étais devenu un problème à résoudre. Une invitée indésirable dans la maison de mon propre fils. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Pas de confrontation, pas de larmes, pas de reproches. J'avais encore ma dignité. Pierre, je pense qu'il est temps que je retourne chez moi. Il a levé les yeux de son petit déjeuner, surpris. Sophie s'est figée près de la machine à café. Comment ça, maman? J'ai besoin de retrouver mes repères. Ma petite ville, mes souvenirs. J'ai vendu la maison trop vite. Je peux louer un petit appartement là-bas. Mais maman? Il semblait sincèrement inquiet, et pendant un instant, j'ai retrouvé mon petit garçon. Tu es sûr? Tu ne seras pas trop seul? J'ai 70 ans, Pierre. J'ai survécu à la pauvreté, à l'éducation de 3 enfants, à la maladie de ton père. Je pense que je peux survivre à la solitude. 3 jours plus tard, j'étais dans le train qui me ramenait vers ma ville natale. Mes 3 valises dans le compartiment à bagages et un cœur si lourd que j'avais l'impression qu'il allait traverser le plancher du wagon. Mais quelque chose de surprenant s'est produit quand j'ai revu les collines familières de mon enfance. Au lieu de l'amertume que j'attendais, j'ai ressenti de la curiosité. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de cette nouvelle vie qui s'offrait à moi? Mon amie Jeanne m'avait trouvé un petit appartement lumineux près du marché. Tu vas voir, Cora, tu vas retrouver tes couleurs ici. Jeanne me connaissait depuis nos 14 ans. Elle avait traversé son propre divorce difficile 10 ans plus tôt et avait reconstruit sa vie avec une énergie que j'admirais. Les premières semaines ont été difficiles. Je me réveillais souvent en pensant que je devais préparer le petit déjeuner des enfants, puis je me souvenais. Mais peu à peu, j'ai commencé à redécouvrir des plaisirs oubliés. Le marché du samedi matin, où Madame Dubois me gardait toujours les plus beaux légumes. Le petit jardin que me laissait utiliser mon voisin. Les après-midi à la bibliothèque, où je pouvais lire sans qu'on me demande de faire quelque chose. C'est Jeanne qui a eu l'idée des vidéos. Cora, tu cuisines comme une fée. Pourquoi tu ne filmerais pas tes recettes? Ma petite fille m'a appris à utiliser son téléphone pour ça. C'est très simple. Qui voudrait regarder une vieille femme comme moi cuisiner? Détrompe-toi. Les gens adorent l'authenticité maintenant. Et toi, tu as quelque chose que les jeunes chefs n'ont pas, une histoire dans chaque recette. Au début, c'était juste pour m'amuser. Je filmais mes mains préparant la ratatouille de ma mère, en racontant comment elle nous la faisait avec 3 fois rien pendant la guerre. Ou mes beignets aux pommes, en expliquant pourquoi Henri les préférait tièdes avec un café serré. Jeanne m'a aidé à publier ces vidéos sur quelque chose qui s'appelle TikTok. Fais-moi confiance, Cora. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. La première vidéo a reçu 50 vues. Puis 100. Puis 1000. En quelques semaines, des milliers de personnes regardaient grand-mère Cora préparer ses recettes traditionnelles. Mais ce n'étaient pas vraiment les recettes qui les intéressaient. C'étaient les histoires. C'était cette grand-mère qui leur parlait avec tendresse, qui leur transmettait non seulement des techniques culinaires, mais des bribes de sagesse, des souvenirs, de l'amour. Les commentaires m'ont d'abord surprise, puis émue aux larmes. Grand-mère Cora, vous me rappelez ma grand-mère décédée l'année dernière. Vos mains me donnent envie de rentrer chez mes parents. Merci de partager votre chaleur avec nous. Vous êtes la grand-mère que j'aurais voulu avoir. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vue. Vraiment vue. Pas pour ce que je pouvais faire pour les autres, mais pour qui j'étais. Ces milliers d'inconnus reconnaissaient en moi quelque chose que ma propre famille n'arrivait plus à voir. Les mois ont passé. Ma chaîne a grandi. Des marques ont commencé à me contacter pour des partenariats.
Des journalistes voulaient faire des articles sur le phénomène grand-mère Cora. Mais au-delà de cette reconnaissance inattendue, quelque chose de plus profond se passait en moi. Je redevenais Cora. Pas la veuve d'Henri, pas la mère de Pierre, pas la grand-mère corvéable. Juste Cora, avec ses histoires, ses recettes et sa façon unique de voir le monde. Un soir, en préparant ma soupe aux légumes de grand-mère devant la caméra, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Pendant toutes ces années, j'avais cherché ma valeur dans le regard des autres, dans leur besoin de moi. Mais ma valeur était en moi depuis le début. Elle était dans chaque histoire que je portais, dans chaque geste d'amour que j'avais posé, dans chaque épreuve que j'avais traversée. J'ai pris une décision importante ce soir-là. J'ai appelé mon notaire et j'ai rédigé un testament. Le peu d'argent que j'avais mis de côté, je l'ai légué à une association qui aide les personnes âgées isolées. Qu'ils comprennent qu'une grand-mère ne se résume pas à sa disponibilité, ai-je écrit dans une lettre explicative. 3 semaines plus tard, Pierre m'a appelé. « Maman, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. » Sa voix était étrange. Inquiète? Coupable? Je vais très bien, Pierre. Et toi? Comment vont Sophie et les enfants? Ils vont bien. Maman, j'ai vu tes vidéos sur Internet. Sophie me les a montrées. Tu es devenue célèbre? J'ai souri. Disons que j'ai trouvé ma place. Je ne savais pas que tu savais faire ça. Les réseaux sociaux, les vidéos. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Pierre. Un silence. Puis, plus doucement. Maman, on s'est peut-être mal comporté. Quand tu étais ici. Pierre, ne t'inquiète pas pour ça. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Tu nous en veux? Cette question m'a surprise. Est-ce que je leur en voulais? J'ai cherché la colère en moi, le ressentiment, l'amertume. Ils étaient là, quelque part, mais recouverts par quelque chose de plus fort, la paix. Non, Pierre. Je ne vous en veux pas. Vous aviez besoin d'aide, j'ai aidé. Vous aviez besoin d'espace, j'ai donné de l'espace. Et maintenant, j'ai besoin de ma propre vie. C'est aussi simple que ça. Tu ne reviendras jamais. Je ne sais pas, Pierre. Mais si je reviens un jour, ce sera en tant qu'invité. En tant que grand-mère qu'on a envie de voir, pas qu'on a besoin de supporter. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon petit salon, devant ma fenêtre qui donnait sur le jardin du voisin. Le soleil se couchait, teignant le ciel de rose et d'orange. J'avais 70 ans, et pour la première fois de ma vie, j'appartenais entièrement à moi-même. Demain, j'allais filmer une nouvelle recette. Celle des petits sablés que faisait ma mère pour Noël. Je raconterai comment elle mélangeait la pâte avec ses mains fatiguées après 12 heures de travail, comment elle chantonnait en découpant les formes, comment ces biscuits simples transformaient notre cuisine modeste en palais de gourmandise. Et à travers l'écran, des milliers de personnes m'écouteraient. Non pas parce qu'elles avaient besoin de moi, mais parce qu'elles avaient envie de moi. Elles viendraient chercher dans mes histoires un peu de cette chaleur humaine qui se perd parfois dans le tourbillon de nos vies modernes. Je ne suis plus seulement la mère de quelqu'un, la veuve de quelqu'un, la grand-mère de quelqu'un. Je suis Cora. J'ai 70 ans, des mains qui savent faire des merveilles, une mémoire pleine d'histoires précieuses, et un cœur qui a enfin appris à se chérir lui-même. Et c'est largement suffisant.